Les Suisses sont de grands consommateurs de vêtements. En moyenne, chaque ménage consacre 1 400 francs par année à s'habiller. Après quelques mois, ces fringues finissent souvent à la poubelle, notamment parce que leur qualité laisse à désirer. Depuis 10 ans, Laurence Imstepf produit des t-shirts sous sa marque Mademoiselle L. Elle enseigne aussi la couture à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Les finitions sont extrêmement basiques ici. Elle suit donc la production vestimentaire de près et porte un regard acéré sur la mode. Pour faire connaissance et l'énerver un peu, nous avons amené quelques t-shirts achetés au hasard en grande surface. Alors, sont-ils de qualité, Madame Imstepf? Ça va. Je dirais pas que c'est le plus beau des t-shirts du monde. Il reste un peu des fils, mais ça peut être normal. Il n'y a pas, par contre, la protection ici. Là, c'est déjà un tout petit peu moins bien fait. J'ai l'impression qu'ils sont tous faits au même endroit. C'est tous pareil. Des vêtements qui ne l'enthousiasment pas. Pourtant, fabriquer un t-shirt correctement, ça n'est pas sorcier. Le t-shirt, c'est vraiment très très simple. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les machines pour faire le t-shirt. Parce que c'est pas une couture qui se fait avec une machine normale, de base, une piqûre droite. Tout d'abord, il faut un patron, qui n'est pas très compliqué, puisque le t-shirt, c'est de la 2D. Mais il faut que ça tombe quand même bien, donc il faut un patron, donc il faut un devant, un dos, une manche, parce que c'est les deux la même. Là, je commence par les épaules au t-shirt. On va monter les épaules, lui faire une petite bande pour éviter que ça se déforme. On veut en fait que le t-shirt soit élastique partout, simplement que sur les épaules, on n'aimerait pas que nos manches elles tombent. Si ça tombe, ça se détend et c'est pas beau. Les épaules d'un t-shirt ne doivent donc pas se déformer. Par contre, le reste du vêtement doit être un peu élastique, notamment pour épouser la forme du corps ou permettre à la tête de passer par le col. Les t-shirts sont donc fabriqués avec du coton tricoté, que l'on appelle le jersey. Son avantage, il s'allonge quand on tire dessus. Et on ajoute souvent au coton un peu d'élastane. L'élastane, alors c'est bien et pas bien. C'est surtout bien pour les choses très près du corps ou très serrées. Mais l'élastane, c'est un peu à base de plastique quand même, de pétrole. Donc après, il faut trouver... Moi, j'en mets parce que ça donne quand même un bon maintien au tissu. Mais après, c'est toujours à discuter. L'élastane présente un autre problème une fois que le vêtement est usé. Mélangé au coton, il empêche un recyclage efficace du tissu. D'un point de vue écologique, il est donc préférable de se passer d'élastane. La prochaine étape, c'est quoi? Poser le bord-côte. C'est le col, en fait. C'est ce col comme ça. Moi, je le pose dans le même tissu. Après, souvent, on peut aussi poser avec une maille un petit peu plus large, qui a des stries comme ça. C'est des tissus spéciaux bord-côte, vous pouvez les adapter. Ça dépend, mais on peut faire un petit peu comme on veut. Puis si on n'a pas envie, on peut très bien poser le bord-côte du même tissu. Donc là, je vais refermer, ça va être mon petit col de poupée, comme ça, qui va se poser ici. Une fois le col ajouté, reste la touche finale, la bande de propreté. Un petit ruban que l'on coud normalement sous le col, un accessoire que certains t-shirts bon marché ne proposent pas. Et ça va donner un aspect plus joli et un maintien. Là, il ne manque plus que les ourlets. En moyenne, il faut un peu plus d'une demi-heure à la couturière pour faire un t-shirt à la main, contre 2-3 minutes en usine. Les t-shirts de Laurence Imstepf sont proposés à 49 francs pièce dans sa boutique. Une qualité qui a un prix. Et cette jupe, c'est en quoi? Alors ça, c'est un mélange. Par contre, les tissus neufs que j'achète, ils sont soit organiques, soit bio. Et sinon, pour celles et ceux qui cherchent la qualité mais n'ont pas les moyens, la seconde main peut être une solution. On vend des vêtements qui datent, disons, des années 80, enfin soit 70 si on peut encore en trouver, et sinon jusqu'aux années 2000. On a encore des fois du Made in France, Made in USA, mais c'est quand même beaucoup plus rare à trouver. On commence à être un peu à court de ce genre d'articles. Maï Durel gère la friperie Wood à Genève. Son travail, dénicher des perles dans l'immense production vestimentaire des dernières décennies. Et surprise, les vêtements les plus anciens ne sont pas les plus usés. J'ai sorti des nuisettes, qui sont des pièces qu'on vend particulièrement bien auprès des jeunes. Et je vous ai sorti des nuisettes qui sont faites en Chine
Les deux sont faites en polyester et on peut voir qu'elles auront tendance à mal vieillir, c'est-à-dire avoir des fils qui sont tirés, à cloquer. Et puis on peut également voir que les finitions, c'est pas très propre, c'est pas très droit, que ça aura tendance à marquer également, etc. Toujours comme ça. Après, je vous ai sorti l'équivalent, datant, je dirais, plutôt des années 60-70, également en synthétique, sur mon produit en Europe. C'est impeccable, les finitions sont jolies. On pourrait continuer à la porter comme ça pendant un certain temps, je pense. Clairement, quand on le touche, on sent que ça c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus soyeux et beaucoup plus dense, ça a une certaine tenue. Et ça, c'est quelque chose de rigide, qui est très cartonneux comme ça et qui a un brillant aussi qui n'est pas le même. Et on voit déjà, on peut se douter que ça va mal vieillir. La démonstration se poursuit avec les t-shirts. Ça, c'est un t-shirt des années 80-90. Et quand on regarde à travers, on peut voir qu'il y a vraiment une certaine densité de coton, de tissu. Quand on l'a en main, on peut voir que c'est très épais et très dense. A contrario de celui-ci, qui est un t-shirt actuel, et on voit tout de suite la différence, c'est que le tissu est très fin, et même quand on l'a dans la main, c'est très très léger, et puis ça n'a aucun corps en fait, ça tient pas. Après, ça peut être une volonté de faire des vêtements plus fins aussi, parce que c'est des vêtements estivaux. Mais en tout cas, celui-ci, le polo Ralph Lauren, va être voué à se déchirer au fil du temps et à tenir moins longtemps que quelque chose comme ça. La fabrication, elle a perdu en qualité, définitivement. Je pense que c'était un souhait, début des années 2000, pour la Chine, de faire vraiment de la masse production. Et on peut clairement voir qu'à partir du début des années 2000, la qualité des vêtements, elle a drastiquement baissé. On le sait, la mode produit de plus en plus et de plus en plus vite, souvent au détriment de la qualité. Un constat qui semble valable pour l'ensemble de la gamme de prix, haut de gamme compris. Il y a énormément de produits qu'on achète très cher et qui ne sont pas de bonne qualité. Alors moi, j'ai eu un souci avec la marque Lacoste. Donc nous, on vend des pièces Lacoste des années, disons, 80-90, qui sont vraiment des pièces qui tiennent vraiment bien la route, qui sont parfaites. Et j'ai acheté un bas de training, enfin un ensemble training et pull à capuche chez Lacoste. Et je les ai mis à laver selon l'indication qui était sur l'étiquette d'entretien. Et le bas de training et le haut avaient rétréci. Les vêtements vendus en Suisse viennent principalement de l'étranger, Chine en tête. Juste derrière, c'est l'Italie, suivie par le Bangladesh. Pour voir à quoi ressemble ce Made in Italy que l'on aime tant, nous sommes allés dans le plus grand marché de vêtements d'Europe, près de Bologne, un endroit normalement réservé aux professionnels. Piero Scandellari dirige cette véritable ville dédiée à la mode. We have 6,000 persons working every day in the center, 28 kilometers of roads inside the center. All goods come generally from a radius area around 120 kilometers. 480 marques de vêtements proposent ici leur production à des acheteurs qui travaillent pour des boutiques ou des réseaux de boutiques de toute la planète. Ici, c'est l'espace d'exposition de la marque Imperial. At this time, it's nearly finished. But the owner of this place told me I started at 6 o'clock this morning, 7 hours, and I already sold more than 3,000 pieces. He was quite happy. Pour nous aider dans ce labyrinthe de fringues, nous avons suivi Michela Grassetti, styliste italienne basée à Genève. Le patron de cet espace et de la marque, c'est lui, Daniele Bellotti. Piacere Daniele. Michele, Prego, piacere. prego. 65 euro. 65 E euro. questo che tempistiche, quanto ci costerebbe in Svizzera per esempio? Circa il 30% in più. Molto importante. Per noi è un mercato, la Svizzera è un mercato importante, cioè vuol dire fa parte praticamente di una buona parte della nostra esportazione estera. E tenete conto dei feedback che vengono dalla Svizzera, quindi create dei prodotti? Ne teniamo talmente tanto conto che spesso facciamo dei prodotti ad hoc per loro, perché ci sono tipologie di prodotto, soprattutto sul pantalone, che è la classe di prodotto che vendono di più in assoluto,
che certi fit vengono venduti in Svizzera ma non in altri paesi. Che cosa piace in Svizzera? Adesso si sono buttati particolarmente sui pantaloni, sui wide, sì. Ces pantalons sortent d'ici à environ 40 €. Ils seront vendus un peu plus de 100 francs en Suisse via les boutiques de la chaîne Anouk. À Center Gross, certaines marques dessinent aussi leur prochaine collection. Ciao, piacere. Ciao Maria Giulia. Allora, mi fai vedere un po' quali sono le tendenze per la collezione invernale? Sì, assolutamente. Mi trovi fai esattamente vedere là. qualcosina? Sì, abbiamo il mood board colori, il colore predominante per la stagione è il bordeaux, il borgogno, proprio scuro, molto, molto intenso. Abbinato anche a un bordeaux un po' più chiaro, al marrone molto scuro. Des vêtements dessinés ici à Bologne, coupés et cousus dans la région, le tout à un prix accessible. Le tableau est beau, mais pas tout à fait complet. À 1 heure de Center Gross, dans la banlieue de Florence, se trouve la petite ville de Prato. C'est un autre grand centre de la mode italienne, bien loin de l'image d'Épinal. Ici, les Chinois règnent sur la confection vestimentaire et gèrent les innombrables ateliers d'où sortent chemises, sacs et manteaux made in Italy. Prato abrite la 3e communauté chinoise en Europe, après celle de Paris et de Londres. Audrey Millet est historienne de la mode. Elle vient de terminer un livre consacré à la ville de Prato, où elle a vécu. La richesse de Prato est en fait une richesse humaine, une richesse ouvrière. Et toutes ces petites mains sont encore là et travaillent dans des ateliers qui sont en grande majorité, donc je peux dire 90%, des ateliers soit illégaux, soit qui emploient une part de main-d'œuvre illégale. Par exemple, vous employez quelqu'un, un ouvrier, 3 heures par semaine, il a un petit contrat, et en fait tout le reste, ce sera donc payé au noir, 2 à 3 € de l'heure. Les ouvriers qui sont dans ces ateliers de fortune sont soit chinois, sont arrivés dans les années 80, ont racheté les outils de production textile. Donc ici, ce sont les propriétaires. Depuis très très longtemps, on a des Africains. Ils sont très très forts en confection, ils sont tailleurs. Et plus récemment, on a l'arrivée des Pakistanais. Dans les ateliers de Prato, on cultive le secret. Impossible de filmer à l'intérieur avec une caméra conventionnelle. Nous nous équipons donc de matériel dissimulé pour voir ce qu'il cache. Dans le dédale des rues, le bruit des machines à coudre nous guide. Premier atelier au fond de cette cour. Mais impossible pour nous d'aller plus loin. À quelques pas de là, cette fenêtre obstruée. Mais derrière le bâtiment, la porte est heureusement ouverte. Juste le temps de filmer l'intérieur avant de se faire refouler. Dans un autre atelier, nous nous faisons passer pour des touristes égarés. 2 hommes travaillent torse nu dans ce local qui n'est pas équipé d'un système d'aération convenable. C'est déjà la fournaise, alors que la température extérieure est d'à peine 20 degrés ce jour-là. À partir de juin, dans ces ateliers-là, il fait 50 degrés. Et il ne faut pas oublier qu'on utilise également des produits chimiques. Donc ces produits chimiques, les tubes de colle pour les broderies sous 50 degrés, c'est interdit. L'an dernier, Audrey Millet a visité un atelier en plein été. Elle en a ramené ses images. Ce sont des douches à l'intérieur de l'usine. On sait que les ouvriers sont très peu payés et les chefs d'atelier, pas les propriétaires, mais les chefs d'atelier proposent souvent aux ouvriers, mais oui, on sait qu'on ne peut pas te payer énormément, mais ce qu'on peut faire, c'est que tu peux dormir ici, tu peux mettre ta tente ici, on peut te mettre un lit superposé, tu es chez toi. Retour à notre tournage en caméra cachée. Dans ce dernier atelier, des restes de nourriture et des enfants. Vivent-ils ici? Accompagnent-ils seulement leurs parents au travail? Mystère. Dans les ateliers que nous avons visités, impossible de connaître les marques des vêtements que nous avons vus, car les étiquettes ne seront ajoutées qu'au dernier moment, juste avant l'expédition. Alors, nous nous en remettons à notre spécialiste de Prato. Ici, vous pouvez véritablement trouver toutes les gammes de marques.
c'est-à-dire de la plus cheap, de la vraiment bon marché. Mais vous avez également d'autres marques, par exemple Carole, qui est également ici, Benetton aussi, donc c'est un moyen de gamme. Mais vous avez également, à 20 minutes, à 20 km, des marques comme Gucci, vous avez Balenciaga, Valentino, toutes ces marques-là qui disent ne pas être dans la province de Prato, puisqu'en effet, à 20 km, nous sommes dans la province de Florence, ce qui est beaucoup plus chic parce qu'elle n'est pas reconnue comme l'atelier de la misère du monde. Prato a mauvaise presse. Les marques disent ne pas travailler avec ce genre d'atelier informel, surtout les marques de luxe. Ces dernières années, pourtant, des affaires donnent un aperçu de la réalité un peu nuancée. En 2014, Gucci a été épinglé pour avoir fait fabriquer des sacs dans des ateliers de ce type. La marque les aurait payés 30 francs pièce avant de les revendre 1000 francs. En 2019, c'est Burberry et Prada qui passent commande à un fournisseur qui sous-traite à son tour à un atelier où les ouvriers dorment sur place. En janvier 2024, idem pour Armani. Abdul connaît trop bien les ateliers de Prato. Originaire de Côte d'Ivoire, il est arrivé en Italie en 2017 après un long périple via la Libye, la traversée de la Méditerranée sur un rafio, puis Lampedusa. Et enfin, il débarque au hasard, ici, à Prato. À Prato, ici, j'ai dormi dans les coins comme devant les stations, tout et tout. Et puis bon, j'ai croisé un Chinois qui venait chercher des travailleurs, comme toujours. Bon, on va dire que c'était un travail, mais un travail dans le noir, en fait. Voilà, un travail sans contrat pour pouvoir avoir de quoi manger, en fait. Abdul travaille ainsi 6 mois. Puis, son patron finit par lui fournir une sorte de contrat. Les conditions du contrat, c'était comme si je travaillais de 8 h du matin à 14 h. En réalité, je travaillais de 8 h à 20 h. Et j'étais payé 30 € par jour. Et je n'avais pas autre opportunité. Voilà, puis je travaillais même dimanche. Je n'étais pas le seul, on était beaucoup. C'était des habits qu'on a l'habitude de voir dans les magasins. Des Nike, des Adidas, que beaucoup de marques qu'on voit. D'autres disaient il fait Gucci, d'autres disaient il faisait telle marque. Ouais. Je voyais les mêmes chemises, les mêmes marques que j'ai fait dans les magasins. Je voyais des 500 €, des 200 €, des 300. Ah oui. Abdul est passé par plusieurs ateliers de Prato. Impossible de dire si les vêtements qu'il cousait étaient authentiques ou contrefaits. Ce qui est sûr, c'est que partout, les conditions étaient les mêmes. Quand il fait chaud, c'est de la merde. Mais quand tu es dedans, arrivé à un certain moment, ils ont une manière de te priver de toute liberté, au fait. Même des fois sortis, ils n'aiment pas. Quand tu rentres le matin, tu sors la nuit. Il y a des Chinois, ils dormaient. Le matin, quand on venait, on toquait la porte, c'est eux qui ouvraient. Ils avaient dormi là? Ils dorment là. Ça veut dire qu'ils dorment? Ils dorment le matin, ils se réveillent, ils continuent le boulot. Et le soir, ils se couchent? Et le soir, ils se couchent. Retour à Bologne, nous décidons de soumettre ce témoignage au patron de Center Gross. In Prato there are good companies, or Italian or Chinese or from other different population, mainly in Prato are Chinese. There are good companies, then somebody can have people working on black side or partially paid regularly and not, but this must be controlled from police or from trade unions, not from us or from the customer. Et la police, elle fait rien? Ou il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien? Bon, la police, les patrons chinois, c'est la famille, au fait. Il y a des jours, on me dit, vous qui n'avez pas de contrat, ne venez pas par tel et tel jour. La police doit passer. Après, on nous appelle, bon, venez.
Donc nous, on revient. Comme ça, pendant des années, en fait. Après des années de galère et d'exploitation, Abdoul a aujourd'hui un permis de travail. Il est engagé par une marque de luxe qui le paye convenablement. Il apprend à lire et écrire et prépare son permis de conduire. Mais certains ateliers de Prato continuent d'employer d'autres migrants dans des conditions indignes.